En parler, j'ai le plaisir d'accueillir Niagalé Bagayoko. Bonjour, chercheuse, vous présidez l'African Security Sector Network. Vous êtes aussi auteur, entre autres, du multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. Niagalé Bagayoko, cette crise au Gabon a-t-elle trouvé son point final aujourd'hui, d'après vous ? Je pense qu'il y aura encore un certain nombre de développements, ne serait-ce que parce que reste entière la question de ces élections qui n'ont pas été menées à leur terme selon ce que met en avant l'opposition notamment. L'opposition qui réclamait effectivement que la transition soit de courte durée pour remettre rapidement le pouvoir aux civils. C'est le sentiment que vous donne aujourd'hui le général Brice Oligui Nguema qui donc a prêté serment comme nouveau président de transition en souhaitant tourner la page, notamment avec une nouvelle constitution qu'il appelle de ses voeux, avec un gouvernement de transition dont il dit qu'il sera constitué de personnalités aguerries, avec la libération annoncée aussi des prisonniers politiques. Alors en effet, il y a un certain nombre de gestes qui étaient attendus. Je pense que le volet constitutionnel est extrêmement important puisque on a eu affaire vraiment à un dévoiement du cadre institutionnel et à sa manipulation pendant des années, notamment dans le contexte électoral. Mais la question est de savoir si on se situe véritablement dans une rupture seulement avec la dynastie Bongo ou plus largement avec le système de gouvernance très large qui avait été mis en place. Il semble qu'on se situerait plutôt dans la deuxième hypothèse, à mon avis. Albert Ondossa accusait, c'était la semaine dernière chez nos confrères de TV5, le pouvoir justement gabonais de se succéder à lui-même d'une certaine manière. Il évoquait une révolution de palais interne à la famille Bongo. Quelle est votre appréciation de la situation ? Alors, sans aller jusqu'à la question de la famille, ce qui est très important, à mon avis, c'est de comprendre que la façon dont fonctionne l'État gabonais depuis près de 55 ans, c'est avec une négociation de différents types d'allégeances entre différents groupes, entre différentes communautés, entre différentes régions. Il y a un grand nombre d'alliances qui ont été conclues, bien entendu, à l'intérieur du clan Bongo. On sait qu'il y a de nombreux enfants, des neveux, des cousins, etc., qui sont souvent en situation de mésentente. Mais il y a eu aussi un pouvoir qui a réussi à se maintenir parce qu'il a réussi à contrôler, à négocier avec les autres groupes ou contre-pouvoirs qui n'étaient pas forcément institutionnalisés, qui pouvaient être informels également. C'est ce même groupe qui est toujours à la tête du pays aujourd'hui. On le sait, il y a des liens de parenté avec l'actuel président de transition, qui lui-même d'ailleurs s'est constitué un patrimoine ces dernières années en dehors des frontières gabonaises. Alors, il y a en effet cette question-là. Et la question de la continuité, on voit le rôle des membres de l'ancien gouvernement, etc., est à l'évidence posé. Mais est-ce que la population qui a accueilli, avec un grand enthousiasme, le renversement et la déchéance du président Bongo, acceptera de voir se perpétuer le même système ou pas ? Crédite ce nouveau président du changement attendu ? Pour l'instant, oui, manifestement. Est-ce qu'on lui laissera la possibilité de s'exprimer pour contester ce pouvoir s'il n'apportait pas les changements attendus, notamment en termes d'amélioration individuelle et collective de la population elle-même ? C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Un nouveau pouvoir au Gabon qui succède à une élection pour le moins discutable. C'est d'ailleurs ce dont le crédite aujourd'hui un certain nombre d'institutions internationales pour faire preuve d'indulgence à son égard, notamment en comparaison avec la situation qu'on observe dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique francophone. C'est le cas notamment, on l'a vu, du Niger avec la demande réitérée par le Premier ministre Ali Lamine Zen du départ sans délai des forces françaises installées sur place, 1500 hommes, il faut le rappeler, mais également de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Il faut établir effectivement une distinction, il faut traiter différemment le pouvoir militaire en place aujourd'hui au Gabon de ce qui s'est passé ces derniers mois au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Moi, il me semble qu'un principe est un principe et qu'un changement de pouvoir inconstitutionnel doit être condamné parce qu'on s'aperçoit très bien que lorsque ce n'est pas le cas, cela ouvre la boîte de Pandore. Mais
il est également essentiel de dénoncer tout d'abord les changements civils inconstitutionnels. Il n'y a pas que les militaires, il faut le rappeler de manière incessante, qui ont accédé au pouvoir ou qui se sont perpétués au pouvoir en violation des textes ou en les manipulant. Et il y a également des personnes qui ont manipulé les processus électoraux pour rester au pouvoir. Et cela doit être condamné. Et c'est sans doute ce que l'on paye aujourd'hui. C'est la question que pose le pouvoir gabonais. Est-on face à un coup d'État ou au rétablissement d'institutions malmenées par des élections frauduleuses? Alors, c'est exactement ce que dira l'avenir. C'est un véritable test, puisqu'il y a eu, avec la complicité notamment de toutes les observations internationales, validation de processus électoraux dont on savait qu'ils étaient plus qu'insincères, dont on savait qu'ils étaient totalement biaisés. Donc, il y a déjà eu des coups d'État militaires qui ont permis de rétablir la démocratie. Ça a été le cas au Mali avec le coup d'État d'Amadou Toumani Touré en 91, ou plus récemment au Niger avec Salou Djibo. Donc, c'est possible qu'il y ait des coups d'État démocratiques, mais là, il s'agit de prouver si ce sera le cas dans ce contexte. Et la charge de la preuve en incombe donc à ce président de transition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Niagalé Bagayoko. C'est une opportunité sans